Et du coup, on n'a pas pris le café. Il est fermé. Ça ouvre qu'à 9h, c'est la récompense le café. Ok, ça roule. Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis à Pattaya et j'en ai profité pour prendre un petit thé, un petit café bientôt du moins avec Cédric Gou, un entrepreneur un peu multitalent que je voulais te présenter, si tu ne le connais pas encore parce qu'il est quand même relativement connu aussi. Et puis je vais le laisser justement se présenter, il le fera beaucoup mieux que moi. Alors multitalent, ouais. Alors de quoi tu veux qu'on parle au niveau des talents? Parce que moi je fais quand même pas mal de choses là. Bah, c'est bien de resituer. En fait, j'aime bien le truc que tu sortes pas du dropshipping, que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. T'as un parcours qui explique ça, quoi. C'est un peu ça. Carrément, ouais. On a toute la section qui est formation en ligne, coaching. À la base pour le coaching, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pour le coaching, je travaille surtout avec des PME qui font entre 5 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'import-export. Alors pourquoi est-ce que je bosse dans l'import-export? C'est parce que j'ai commencé comme ça dans la vie active. En fait, j'ai fait mes études en Chine où j'ai appris le chinois après avoir fait des études de commerce en France. Et je me suis retrouvé à parler couramment le chinois. Et du coup, quand je suis rentré en France, c'était la crise. Ils avaient du mal. Bon, c'était la crise économique et crise de l'emploi. Et moi, j'ai trouvé un stage très rapidement parce que je parlais chinois. C'était mon avantage. Et ce stage, c'était dans une entreprise d'import. C'était il y a combien de temps? 2008-2009, quand je suis rentré en France, donc de Chine. C'était, je sais plus si 2008 ou 2009, vraiment. Et donc j'ai été pris comme stagiaire, je négociais mon truc de stage quand même parce que voilà, j'avais ces capacités de négocier, la négociation c'est aussi quelque chose qui me passionne. Et j'ai fait pas mal de chiffres d'affaires pour l'entreprise dans laquelle j'étais stagiaire, et ils m'ont pris tout de suite donc comme cadre. Et là je suis devenu donc cadre, je travaillais avec des VPCistes, la grande distribution, etc. Donc dans l'import-export. C'était pas mal. À partir de là, moi j'ai eu un gamin. J'ai eu un gamin et je voulais le voir grandir. Et quand tu es cadre dans l'import-export et que tu travailles pour un patron en France, tu n'as pas vraiment le temps de voir les enfants grandir. Tu te lèves, tu sors, tu pars à 7h et puis tu reviens à 7h le soir, tu mets les enfants au lit et puis voilà, c'est fini, quoi. Donc je me suis dit, voilà, je fais j'étais à 800 000 ou 1,2 million de chiffre d'affaires déjà ma première année. Et bon, c'était pas pour moi, c'est pour le patron, hein. Et donc je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à mon compte. Et donc je me suis mis à mon compte. Et quand je parlais couramment chinois et pour avoir toujours un revenu régulier, je me suis dit, ok, je vais devenir prof de chinois, je vais voir si c'est possible. Et ça a été possible, je l'ai négocié, encore une fois on est sur la négociation pour en reparler. Et donc je suis devenu prof de chinois pour l'éducation nationale grâce à mon parcours donc université en Chine. Et à partir de là, à côté, j'ai créé donc mes business en ligne. Un petit peu avant ça, on avait commencé à faire du dropshipping, mais vraiment artisanal, quoi. Donc c'était surtout ma femme qui importait depuis Taobao, je sais pas comment ça s'appelle, Taobao en français, l'espèce d'eBay chinois vers la France, quoi. Et donc on vendait du bijou fantaisie et tout ça, c'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Et donc à côté de ça, moi j'étais prof et puis j'ai créé donc des boutiques, j'ai créé aussi des formations pour apprendre le chinois parce que mes élèves ils réussissaient beaucoup, j'ai récupéré pas mal le niveau de mes élèves qui étaient en terminale notamment, qui avaient eu du mal, qui m'ont dit écoute monsieur quoi, il faudrait que vous fassiez des cours en ligne et tout ça, et c'est comme ça que j'ai découvert la formation en ligne. Moi. À la base j'avais contacté Jean Rivière que tu connais. Qui m'avait expliqué un petit peu comment faire de la formation en ligne. Donc c'est comme ça que je me retrouve dans le milieu de la formation en ligne, après avoir été dans le milieu de l'import et le milieu donc de l'enseignement. Et à côté de ça, j'ai créé ma boîte d'import-export et de consulting, mais je travaillais qu'avec des gros, quoi. Je travaillais qu'avec des grosses sociétés. Et donc le dropshipping, comment est-ce que c'est arrivé? Ces dernières années, en fait, j'ai eu pas mal de gens à chaque fois qui m'envoyaient des messages. Moi, ils savaient que je parlais chinois, que je travaillais avec Alibaba, que j'étais dans l'import-export, etc. Et qui me disaient, tiens Cédric, le dropshipping, tout le monde en parle, est-ce que tu ferais pas quelque chose? Dropshipping, tout le monde en parle, est-ce que tu ferais pas quelque chose, etc. Moi, j'avais déjà parlé d'AliExpress pour tester des produits, des trucs comme ça, quoi. J'avais pas vraiment envie de faire de formation sur le dropshipping et expliquer comment faire du dropshipping. Moi, j'en faisais de manière artisanale. Ensuite, j'ai commencé, ma femme, elle a lancé un autre business de dropshipping de la France vers la Chine, mais aussi de manière artisanale, qui est toujours artisanale, d'ailleurs encore aujourd'hui. Et puis les outils sont arrivés, les nouveaux outils qui permettent de faire des sites plus facilement, qui permettent de lier les sites avec les fournisseurs chinois plus facilement, etc. Et puis là je me suis dit ok, il y a une opportunité. Effectivement le dropshipping il devient accessible un peu à tout le monde. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la formation au dropshipping. Mais le dropshipping, moi ça faisait longtemps que je te dis que moi et ma femme on est dedans.
Et puis voilà, donc pour le multitâche que la plupart des gens connaissent. Après, il y a tout ce qui est voilà, investissement, immobilier, comme je te disais tout à l'heure. Puis des trucs perso. Mais après, comme je te dis, je parle trop souvent, donc je vais m'arrêter là. Ah, voilà pourquoi c'est intéressant, c'est parce que tu as un parcours qui n'est pas du tout identique à tous ceux qu'on voit dans le domaine du dropshipping, qui font des formations, etc., qui n'ont jamais eu cette expérience d'import, cette expérience effectivement de la Chine. Toi, tu es quelqu'un qui a vu les produits, qui les a achetés, qui les a touchés, enfin qui l'a fait en volume, avant de passer à la commercialisation de détail. Donc c'est vachement intéressant. Tu fais ça depuis des années, donc tu as un regard, je pense, qui est plus intéressant sur l'évolution aussi du marché. Et c'est vrai qu'il y a un effet de mode quand même vachement important aujourd'hui dans ce secteur-là. Moi, je reçois beaucoup de questions, des gens qui regardent, enfin beaucoup de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur YouTube où on parle de plein de trucs. Il y a quand même un énorme effet de mode qui est quand même vachement en retard par rapport aux États-Unis, je trouve. On en parlait beaucoup aux États-Unis il y a 3, 4, 5 ans en arrière. C'est là où il y a les grosses formations comme Crally, Dropshipping Lifestyle, des trucs comme ça. En fait, c'est très vieux le dropshipping quand on y pense bien. En France, on a l'impression que c'est arrivé hier en 2017. Fin 2016, ouais. Ouais, c'est ça. 2017, ça a été vraiment l'explosion avec l'apogée là en fin d'année. Mais c'est vrai que c'est un effet un peu de mode. Comment toi tu l'expliques cet engouement immédiat là maintenant et pas de quelques années en arrière finalement pour la France qui est toujours un peu en retard sur les États-Unis, mais quand même il y a un énorme décalage. La France a toujours un petit peu été en retard au niveau de tout ce qui est marketing et stratégie, etc., surtout au niveau du grand public, parce qu'il y a beaucoup de marketeurs français qui s'inspirent de ce que les marketeurs américains font, et une fois que ça a marché seulement, comme ça voilà, ils se cassent pas la tête. Comment t'expliques l'engouement? Tu as deux choses. Ta première chose, l'évolution des outils. Et deuxième chose, on a eu certains formateurs qui ont fait des grosses publicités sur tout le monde, sur toute la population, j'ai envie de dire, même des populations qui n'étaient pas à la base destinées à l'entrepreneuriat. Donc après on vient dans un truc un petit peu subtil à évoquer, parce que moi j'explique bien mes points de vue dans mes mailings et sur mon site, dans mes vidéos YouTube, etc. Mais voilà, je n'adhère pas trop à ce concept-là de viser les masses pour leur dire voilà, jouez au loto, vous allez gagner 2 millions d'euros, tu vois. D'accord, le concept de devenir rentier spécifiquement est un peu à l'envers de l'entrepreneuriat. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais la manière avec laquelle on le présente, la promesse qui est faite derrière, c'est achète un ticket de loto et tu vas pouvoir ne rien faire de tes journées. Donc c'est vrai que c'est malgré tout, bon, la promesse elle peut exister pour certaines personnes, mais je pense pas pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? Carrément, pas pour tout le monde. C'est une entreprise après tout, tu vois. Moi je gère mes business en dropshipping avec des avocats, avec des comptables, avec des trucs comme ça, comme je gère mes business dans le gros import, comme je gère mes business de formation. C'est-à-dire qu'on fait des trucs sérieux, quoi. On n'est pas là pour se dire on va gagner de l'argent facilement. L'argent facile, de toute façon, c'est une... Je sais pas si tu as déjà lu le livre Les 48 lois du pouvoir ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en français. Si tu veux toucher les masses et puis te faire beaucoup de thunes, c'est bien. Tu vois, tu dis aux gens, voilà, c'est magique. Tu as souvent les termes magiques aussi, des trucs comme ça. Ou on va te donner le secret, tu vois, pour devenir rentier, comme tu dis. Ça marche, c'est très bien, hein, c'est une technique commerciale qui marche très bien. Moi, j'aime pas trop l'éthique de ce truc. Et donc, après, tu as tout un effet de remous aussi autour, et les gens ils se posent des questions, etc. Et c'est comme ça que toi, tu reçois des questions et que moi, je reçois des questions. Mais malheureusement, des questions bien souvent quand même de personnes qui sont pas faites pour ça, quoi. Ouais, je pense que c'est ça vraiment, faut être capable de dire non, c'est pas. Il y a plein de gens effectivement qui veulent pas monter un dropshipping, qui veulent juste l'argent qu'on leur présente, qui veulent juste la réussite finale de truc. Mais est-ce que tu penses quand même que c'est toujours possible aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont lancés, il y a beaucoup de règles qui changent en ce moment. Est-ce que pour un débutant, parce que évidemment quand tu es du métier, que tu as déjà une expérience sur des business en ligne, pour nous, enfin voilà, c'est plus simple de repartir, on part pas de zéro. En réalité, même si tu attaques un nouveau secteur d'activité, tu arrives en connaissant l'email marketing, le copywriting, faire des pages de vente. Donc finalement, c'est un secteur qui est un peu différent, mais tu as quand même des acquis que tu perds pas, quoi. Et tu repars jamais vraiment à zéro, à poil, comme quelqu'un qui se lance et qui a jamais touché ça. Je pense notamment à un client qui me parlait hier de son fils qui veut se lancer, il est étudiant, lui, il a aucune expérience en business en ligne. Ouais, il connaît Internet, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Il est utilisateur, mais c'est pas quelqu'un qui a créé quoi que ce soit en ligne, qui a les bases de départ. Est-ce que pour lui, justement, voilà, quelqu'un qui a 20, 25 ans, qui voudrait se lancer, c'est encore jouable, et qu'est-ce qu'il peut en espérer, du moins, au-delà de la promesse qui est faite souvent d'une manière un peu grossie? Écoute, oui, je pense que c'est encore possible. Donc une fois qu'on a éliminé bien évidemment les gens qui pensent que c'est magique et puis qui sont pas entrepreneurs et qui n'ont pas envie d'apporter de la valeur aux gens. D'accord ? Si tu as vraiment la mentalité, ok, je vais aider les gens en leur proposant des produits qui sont adaptés à leurs problèmes, cette logique vraiment toute court en final est très humaine qui fait que tu es un bon entrepreneur. Si tu as ça, si tu comprends ce problème-là, c'est possible, c'est tout à fait possible.
Et comme tu dis, bah, moi j'ai des facilités, je comprends la culture chinoise, moi j'ai ma maison en Chine, tu vois, j'ai ma femme qui est chinoise, je parle chinois. Les fournisseurs, bon écoute, je connais ça. Après, tu peux aussi faire du dropshipping en France, donc je connais aussi comment ça fonctionne, de France à France, tu vois, c'est tout à fait possible. Mais voilà, j'ai l'habitude de travailler avec des grosses boîtes et de faire des quantités. Donc j'ai des facilités, c'est clair. Mais je pense que c'est quand même possible, parce que quand j'ai créé la formation Restart, moi j'ai fait ça avec des potes d'abord. Avec des potes, un qui avait 50 ans, qui connaissait rien du tout et qui franchement avec les ordinateurs, voilà, c'est même pas comme l'étudiant que tu disais qui est utilisateur d'internet, c'était même pas quoi. J'ai bossé avec des plus jeunes et avec des plus vieux, donc qui venaient d'un petit peu tous les secteurs avant de lancer la formation. Pour voir justement si c'était possible et ce qu'il fallait que j'explique aux gens pour qu'ils réussissent. S'ils avaient bien évidemment cette mentalité d'entrepreneur. C'est pas ce que j'ai choisi là, c'était des gens qui étaient commerciaux, des gens qui avaient des boutiques à Bangkok, enfin j'étais en Thaïlande déjà à l'époque, enfin des trucs comme ça quoi. Et tout à fait. C'est carrément possible de se former à ça à partir du moment où tu as la logique d'entrepreneur tout simplement et d'apporter de la valeur aux gens. Si tu n'es pas là juste pour jouer au loto, c'est encore possible. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer justement, qu'est-ce que ça serait? Bah écoute, les conseils que j'aurais à donner, c'est premier, déléguer toutes les tâches qui ne sont pas pour toi. C'est souvent des gens qui me posent des questions au niveau légal, au niveau comptable, enfin des trucs qui sont d'ailleurs pas dans les premières étapes. Déléguer un maximum. Deuxième chose, se former comment est-ce qu'on appelle ça, à la persuasion, au marketing, des trucs cons, parce que c'est bien beau de se dire voilà, je vais tout le côté technique, Shopify, comment est-ce qu'il s'appelle, Alibaba, AliExpress, et puis les outils Oberlo, comment s'appelle, Dropify, des compagnies. C'est super les outils, mais si tu sais pas vendre, si tu sais pas comprendre la logique justement, bah tiens voilà j'ai quelqu'un qui a un problème, comment est-ce que je vais lui apporter un produit solution et comment est-ce que je vais marketer ça, parce que l'idée de base c'est vendre des produits, à la base c'est de faire des thunes, c'est pas de créer une boutique. En fait on s'en fout qu'elle soit sur Shopify ou sur Magento ou sur PrestaShop, l'idée c'est de vendre quoi. Donc se former à la vente, se former à la persuasion. Et un troisième truc, à part déléguer, se former à tout ça, déjà ça serait déjà énorme si la plupart des gens faisaient ça, parce que c'est avoir du bon sens souvent aussi. C'est con. C'est des conseils cons, après les gens vont me dire. Non, mais c'est souvent les conseils les plus simples qui sont les plus pertinents. Quoi. Parce que quand les gens ils se balancent dans le groupe Shopify français, le groupe Facebook, ils me balancent leur boutique et puis ils disent bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et le truc, il est rempli de fautes. Il n'y a pas tout ce qui est mention légale. Ils ont copié-collé les descriptions d'AliExpress et fait une traduction à Google Translate. Ils n'ont pas passé de temps sur le copywriting, etc. Tu te dis. Mais si c'était toi, montre ça à ta grand-mère ou montre ça à ta petite sœur ou à ton pote, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire mais c'est de l'arnaque ton truc, ou c'est moche, ou ça pue la merde, ou on me prend pour un con. Excusez-moi pour ça pue la merde. mais c'est ça quoi, c'est du bon sens quoi, c'est prendre un peu de recul et puis se dire ok, est-ce que je suis en train d'apporter de la valeur aux gens, de travailler sur les choses qui sont pertinentes, encore une fois on revient sur le truc de déléguer, ou est-ce que je suis en train de me dire je vais faire une boutique Shopify pour faire une boutique Shopify. Donc voilà, déléguer, copywriting et marketing et puis beaucoup de bon sens au final. C'est un conseil qui est valable pour tout le business. C'est effectivement de te mettre un peu à la place du client, de se poser, de réfléchir un peu effectivement aux trucs simples mais qui font finalement les fondamentaux du truc. Quoi. À la vente c'est une relation humaine après tout. Hein. C'est juste moi qui apporte quelque chose à quelqu'un et puis quelqu'un qui va me donner de l'argent. C'est comme si je vendais n'importe quoi, si je vendais des fleurs dans un magasin physique au final. Effectivement, mais je pense que moi, quand on fait de la formation, on a plus souvent les gens en ligne, c'est-à-dire, tu peux les avoir sur Skype, ils vont t'envoyer un petit message sur Messenger, un truc, tu as un contact réel avec les clients, ce que tu n'as pas forcément avec le dropshipping, où tu as finalement juste une ligne qui apparaît sur Shopify, tu as fait une vente, tu as une ligne sur ton gestionnaire de pub Facebook qui dit il y a eu un clic, ça se limite un peu à ça, et c'est vrai que ça fausse un peu, les gens ils oublient, la tronque. Ils oublient la logique qu'il y a derrière au final, mais la logique c'est exactement la même. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'email marketing, créer une relation avec les gens, qu'ils apprennent à te connaître, raconter un petit peu ta vie, tes histoires, pourquoi est-ce que ton produit est adapté, etc. Quoi. Pour que on retrouve ce côté humain. Et quand tu retrouves ce côté humain, quand tu retrouves ce côté raconter des histoires, échanger, comme moi j'échange avec toi maintenant, tu t'exploses les ventes. C'est pas juste de se dire voilà je vais faire une pub Facebook et puis je vais travailler sur les outils. Je parle beaucoup de la différence entre stratégie et outils. Ouais. Les outils doivent servir quelque chose qui est vraiment humain à la base, l'idée de vendre et d'échanger avec quelqu'un. C'est ça. Et d'ailleurs, on parlait de Facebook, qu'est-ce que tu penses là? Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de remous justement, et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont l'air un peu commencent à flipper parce que tout le business model pour la plupart, c'est 99% de trafic qui vient de Facebook, et pour ceux qui ont commencé à mettre en place une mailing list, ils commencent juste à y réfléchir, mais la plupart des gens sont juste Facebook.
Et là, les évolutions qui sont en train de se mettre en place, elles commencent à être un peu inquiétantes pour certains. Quel serait, d'une part, ton point de vue déjà sur ce point-là, et puis le conseil que tu pourrais donner à ces personnes? Bah écoute, la pub Facebook, on en avait parlé la semaine dernière, c'est la semaine dernière je crois, il y a quelques jours, je sais plus. C'est un outil encore une fois, c'est un outil qui est au service de ta stratégie. Si l'outil il évolue, bah c'est pas grave, tu fais évoluer aussi toi tes concepts. Mais l'idée c'est déjà, je parle de mailing list, la plupart des gens ils en ont pas, donc capturer des leads, le retargeting, etc. Et après, il y a beaucoup de panique en ce moment parce que, bon cette vidéo elle sera peut-être plus valable aussi plus tard, je sais pas, mais il y a beaucoup de panique en ce moment parce que Facebook il va donner moins de visibilité aux pages. Mais quand tu fais de la pub via ta page, la pub elle va pas forcément être affectée. Donc les pages, ça fait des années que ça se casse la gueule le reach qu'on a, quoi. Donc moi j'ai une page dans le domaine du chinois, elle a 100 000 et quelques, je publie une photo, j'ai 4 likes, quoi. Alors qu'avant j'en avais des centaines, quoi. Ouais, mais paradoxalement, plus tu as une audience importante et moins ton reach est important. D'ailleurs je crois qu'à ces chiffres-là, tu es dans un 2-3% de reach maxi, enfin c'est un truc... c'est ridicule. Moi je veux dire, les pages, bon, je publie mes trucs en automatique quand je publie quelque chose et puis c'est tout, quoi. Mais les pubs, ça fonctionne très très bien. La capture de lead, c'est la stratégie qu'il doit y avoir derrière les pubs, encore une fois, parce que si tu comptes que sur ta page et sur les pubs pour voilà, le jour où les pubs ça marche pas, c'est comme quand les annuaires ça marchait plus sur internet, ou comme quand Google AdWords il a commencé à être plus strict, ou comme etc. Voilà, les outils ils évoluent. Si tu n'as pas quelque chose une stratégie globale derrière, effectivement tu vas te casser la gueule quand l'outil se cassera la gueule. Après voilà, il y a d'autres choses, l'outil évolue, donc nous on évolue aussi. Ce qui marche très bien actuellement, les groupes. Et d'ailleurs, quand Facebook a fait son annonce sur le reach des pages, on comprenait bien derrière que le reach des groupes et les amis et la famille, ça cartonne. Et moi, tu vois le truc Shopify, on est à 10 000, 11 000 membres, quoi. C'est pas rien, parce que je sais justement que l'outil il évolue, donc j'évolue avec. Et j'utilise des stratégies pour capturer des leads à partir du groupe. On a parlé de scrapping avec toi la dernière fois, c'est un très bon point. On a parlé d'une autre astuce aussi que je t'ai donnée, je rends pas ça public tout de suite, mais qui cartonne, quoi. Ah, et puis il y a des trucs tout simples, même c'est encourager les partages, parce que ça te relaie effectivement beaucoup plus tes propres posts gratuitement par ailleurs. Tu as la stratégie Instagram que tu vas pouvoir commencer à faire évoluer aussi, parce que tu vois qu'en 2018-2019 Instagram ça commence à décoller, même si on est qu'en janvier, là tu vois que... Mais t'es à fond dessus, toi, moi je suis à fond dessus, justement parce que j'ai évolué avec les outils, tu vois. J'ai testé Snapchat, ça n'a pas marché, peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant voilà, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Instagram, tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les groupes Facebook, voilà, là, hier encore je recevais un message qui me disait tiens, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus les gens interagir dans les groupes, etc., les marketeurs. Je dis au final moi j'ai pas changé, mais les messages qui m'envoient comme ça les gens, je comprends que effectivement la stratégie que j'ai actuellement elle est bonne, quoi. Et ça associé à des petites stratégies pour capturer les mails, c'est parfait. Et puis après peut-être qu'un jour les groupes ça marchera moins bien, c'est pas grave au final, parce que nous on évolue et notre stratégie à la base c'est d'apporter de la valeur aux gens. De toute façon quand tu fais ça, même quand j'envoie des mails, c'est con les mails, c'est vieux jeu les mails et tout ça, mais j'ai des gens qui partagent mes mails, qui renvoient mes mails à d'autres personnes. J'ai des gens qui me disent tiens, ton mail il est arrivé dans l'onglet promotion, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai remis tout de suite dans ma boîte de réception, tu vois. Je te dis voilà, c'est pas les nouveaux outils qui sont les game changers, c'est vraiment la stratégie globale que tu as derrière et de dire voilà, j'apporte de la valeur aux gens, quoi. Les gens ils veulent voir mes posts Facebook, ils veulent voir mes mails, ils veulent voir mes posts sur Instagram, parce que j'ai une idée derrière qui est d'apporter quelque chose. Donc on est toujours sur la même logique tout le long de cette interview. C'est un concept intemporel. Voilà. Enfin, moi j'ai fait le tour des questions qu'on pose régulièrement et qui chiffonnent un peu les gens entre guillemets, puis sur lesquelles moi j'ai un avis qui est assez proche du tien, c'est-à-dire que finalement le dropshipping ou la vente de formation, le consulting, peu importe, c'est juste la même idée générale, c'est toujours d'apporter de la valeur, de créer un business solide. Ça passe pas par faire des coups, ça passe effectivement par monter quelque chose qui est structuré, qui apporte encore une fois de la valeur, et puis faire en sorte d'avoir une relation qui perdure dans le temps. Et c'est vrai que la plupart des gens ne voient pas, je vais faire du dropshipping, je vais me faire 10 000 par mois et puis je vais être heureux sous les cocotiers, mais c'est pas un projet de vie, quoi. Et c'est vrai que la plupart du temps, une entreprise a quand même cette idée-là d'avoir une vision de long terme qui n'est pas forcément retranscrite dans le dropshipping, quoi. Et c'est un peu dommage parce que ça peut être, comme toutes les activités, à mon sens, une bonne activité, une activité qui offre plein de liberté à ceux qui... t'en as un exemple, voilà, on est à Pattaya, on est à 9h du matin, bon tu t'es levé tôt cette fois-ci, mais disons qu'on n'a pas des emplois du temps trop chargés, le bureau autour est plutôt agréable,
Donc c'est vrai que c'est possible, mais ça demande encore une fois à mon sens plein de choses qu'on élude dans le process toujours dans l'idée d'un peu rentier, c'est qu'il y a du taf quoi. Il y a beaucoup de taf et surtout pour des gens qui partent de zéro, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous on a la chance, c'est pas de la chance, c'est parce qu'on a un parcours professionnel antérieur qui nous permet d'avoir des bases qu'on peut réutiliser. C'est vrai que quelqu'un aujourd'hui à mon sens qui se forme dans le marketing, dans la vente, dans la persuasion, c'est une compétence qui va garder à vie, qui va faire qu'il va de toute façon plus avoir de problème de se lever le matin en se disant merde, est-ce que je vais avoir un boulot à la fin du mois, est-ce que j'ai pas un moyen de trouver un peu plus de revenus, est-ce que je pourrais pas gagner un peu de liberté. C'est vrai que ces compétences-là, on peut les utiliser dans plein de secteurs d'activité différents pour s'offrir ce type de vie finalement, parce que c'est vraiment investir sur soi. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je donne généralement maintenant, c'est d'avoir une vision de long terme, de penser à se créer une audience et puis de monter en compétences. Ça prend du temps, il faut faire des efforts, il faut faire des erreurs, faut, quand on a un boulot, le faire en plus, mais on a tous commencé par ça, par là. Et c'est ce qui explique pour certains qu'ils ont des réussites fulgurantes. Mais fulgurantes, c'est pas, c'est dans. C'est un process, hein, c'est pas un événement. C'est ça. Là, je vais dire, quand j'ai commencé, quand j'étais prof, que je voulais passer du temps avec mes enfants et qu'à côté j'ai créé ma boîte dans l'import-export et toutes les premières activités en ligne, etc. Enfin, en ligne au niveau de la formation. Je bossais, il était 2h du matin, j'étais sur mon congélateur dans le garage, donc il faut pas non plus se dire, il y a des gens qui m'envoient des messages aujourd'hui en me disant c'est vrai que je kiffe ta vie quoi, mais c'est pas arrivé comme ça pouf quoi. Ça t'a pris combien de temps du coup pour passer de ce stade là où tu envisageais de devenir, de construire une vie un peu indépendante à arriver vraiment au premier résultat concret, c'est de dire d'être largué ton patron, etc. et avoir vraiment la première matérialisation? Alors j'ai fait des commandes dans le gros import assez rapidement parce que j'avais déjà le portfolio client, etc. et les relations, je savais trouver des marchés publics, les appels d'offres, les trucs comme ça. Mais quand j'ai commencé à avoir des revenus réguliers, ça m'a pris, alors je suis parti en 1 an et demi à peu près. 1 an et demi, mais j'ai passé 1 an à faire n'importe quoi, on va dire. Et après sur les 6 voire 3 derniers mois, quand j'ai commencé à bosser avec Jean en fait, et que j'ai rebossé ma stratégie marketing, la façon dont je parlais aux gens, là ça a commencé à décoller et j'ai fait 2 000 € par mois, 5 000 € par mois, 7 000 € par mois. Et quand je suis arrivé aux 2 000 € par mois, j'ai dit je vais partir, voilà, préavis, etc. Je pars dans 3 mois, j'étais prof donc je ne vais pas partir en cours d'année. Je suis parti en Chine et puis après voilà, j'ai tourné un petit moment à 7 000 € par mois en revenus récurrents. Hein. Je ne mets pas le truc import-export, etc. où tu te fais 50 000 € comme ça et puis ensuite il n'y a plus rien quoi. 1 an et demi à peu près, 1 an à essayer de me débrouiller tout seul et puis après 3 mois, 6 mois où j'avais quelqu'un à côté, donc Jean Rivière, dédicace au final, hein, parce que quand même, qui m'a expliqué des trucs cons, des trucs du bon sens encore une fois, au niveau de comment convaincre, comment parler aux gens. Je voulais revenir sur l'idée du dropshipping aussi dans ça, parce que ce qui est intéressant c'est de parler de la vie aussi. Tu vas pas juste parler, c'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est pas juste parler du dropshipping comme une finalité pour devenir rentier. Tu vois, moi le dropshipping par exemple je l'utilise pour acheter des appartements, pour acheter des actions, des trucs comme ça. C'est comme ça que tu deviens rentier. Tu deviens pas vraiment rentier avec le dropshipping, tu deviens entrepreneur, tu deviens patron avec le dropshipping. Si tu dis devenir rentier, tu oublies toute cette partie de gestion humaine, même si tu n'as pas beaucoup d'équipe. Tu vois, moi je travaille de manière... je délègue beaucoup, je trouve ça dématérialisé avec Yoni à Hong Kong, avec mon assistante qui est à Lisbonne, des trucs comme ça, tu vois. Mais tu es toujours entrepreneur, tu es toujours patron, tu n'es pas rentier. Rentier, c'est un peu une... voilà. Après, je te dis, je ne veux pas être vulgaire et j'ai déjà dit quelques mots, voilà. Mais c'est ça. Il faut voir la stratégie globale aussi au niveau de ta vie. Comment est-ce que tu vas utiliser ces outils, l'import, le dropshipping, les formations, les investissements que tu peux avoir sur du court terme pour mettre tout ça dans un système marketing, comment est-ce qu'on va dire ça, un système financier, pardon, global, et là où tu deviens rentier et où tu deviens peinard quoi. Bien sûr. Voilà, je suis pas encore peinard au final, je bosse quand même, tu vois. Je bosse là, aujourd'hui je te parlais d'un investissement au niveau de l'immobilier, ça prend du temps et tout ça, donc je serai peut-être à la retraite à 35 ou 40 ans, on verra, mais pour l'instant, voilà. Après, retraite, c'est un concept qui est pour nous un peu différent, c'est-à-dire c'est dans le sens où quand déjà tu as la liberté géographique, la liberté de choisir tes horaires, c'est déjà une forme de retraite, de travailler sur ce que tu veux, de déléguer tout le reste, effectivement profiter. Pour moi, je suis déjà en train de faire ça, quoi. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus à la retraite. Enfin, tu vois, les gens en général ont tendance à dire je vais aller me mettre sous les cocotiers. Je vais rien faire, ça marche une semaine, un mois peut-être, mais après tu te tires une balle, je pense. Ouais, je sais pas si je pourrais être à la retraite un jour d'ailleurs.
Mais bon. Quand tu as l'esprit un peu créatif tout le temps et aiguisé à toujours voir des opportunités, c'est difficile d'arrêter, quoi, tout simplement. Alors tu le fais peut-être pas avec la même, avec les dents qui rayent le parquet de la même manière, mais tu vas continuer à être toujours un peu alerte parce que c'est partie du truc, quoi. Voilà, Je pense. il y a des gens voilà, qui ont ça dans le sang ou qui l'acquièrent. Ouais. Et une question que Enzo m'a posée là-dessus, tiens, d'ailleurs, c'était est-ce qu'on est ou... Ouais, Enzo Honoré, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Je pense que c'est 50-50. Honnêtement, je pense que c'est 50-50. Si je parle de moi après, justement, je sais pas parler de ta vie, par exemple, quand tu étais gamin. Mais moi, j'ai toujours aimé aller vers les gens, rendre service, des trucs comme ça. J'allais tondre la pelouse chez ma voisine, elle me filait un petit billet, des trucs comme ça que d'autres personnes n'ont pas envie de faire. Donc, je pense qu'il y a 50%, un peu comme dans l'ADN, tu vois, tu as 50% du caractère qui est donné par tes parents. Ouais. Il y a des études pour ça, vous pouvez regarder. Mais il y a 50% que tu acquiers. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, toi? Pas vraiment. Mon père était commercial, mais ma mère était fonctionnaire, voilà. Mais voilà, moi j'ai eu toujours un petit peu cette envie de créer des choses, que ce soit monter moi-même un ordinateur pour jouer en ligne ou créer des sites web. Je me suis passionné pour ça aussi très jeune, mais créer, tout simplement. Tu as des gens qui sont plus créatifs, tu as des gens qui sont plus... Mais après, c'est des choses que tu peux quand même apprendre. Ouais, donc je pense que c'est difficile comme question. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas, moi j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où je viens d'un milieu ouvrier. Les entrepreneurs, ou ce qui se rapproche le plus d'un entrepreneur, c'était un oncle qui était agriculteur, donc qui était à son compte, mais pas très éloigné de ce qu'on connaît nous en matière d'entrepreneuriat d'une part, et puis en rythme de vie, quoi, parce que pour le coup c'est pire que l'usine, enfin c'est 2 fois la journée de 8 heures, avec des horaires infernaux, une vie infernale. Donc je sais pas, j'ai un parcours un peu différent, et en ce sens où j'ai toujours considéré l'entrepreneuriat comme un moyen de m'affranchir, de gagner ma liberté. En fait, c'était un peu... moi, mes premiers modèles d'entrepreneur, c'était Bernard Tapie. Disons qu'en matière, c'est pas forcément assez proche des valeurs que tu développes, mais je trouvais que sa vie était cool, quoi. En gros, il faisait plein de choses, il faisait plein de trucs qui avaient l'air de l'éclater. Il avait une vie qui était géniale, quoi. Enfin, il voyageait tous les 1 kilo en hélico, sur le Phocéa, il était chanteur, animateur télé, patron de Adidas, patron de Duracell, de machin, de trucs. En fait, tu vois, c'était un truc qui me faisait rêver, ouais, effectivement. Mais je pense un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as effectivement une espèce de fibre, quelque chose en toi, et puis après tu as sans doute les circonstances qui te permettent de l'exploiter ou pas, parce que voilà, après ça se travaille. Moi j'ai été toujours un peu obligé de me débrouiller pour gagner de l'argent, parce que voilà, enfin c'est pas pour faire Cosette, mais ça explique un peu ça aussi, sans doute, de trouver des petits boulots. Des petits boulots, quand tu as 16 ans, il n'y en a pas. Moi j'étais dans un univers où il n'y avait pas de petits boulots, donc on cherchait toujours à se débrouiller un peu, créer des petits business, quoi. C'est un peu ça l'art de la débrouille au départ, qui je pense a bercé un peu mon parcours d'entrepreneur. Ah, c'est vrai ce que tu dis, dans le sens où moi aussi il y a un déclic qui se fait aussi, quoi. Il y a des moments où tu es dans ton confort, etc. Et puis il faut se dire, mais pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur? Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pour gagner des thunes. Mais au final, moi tu le vois dans le parcours que j'ai expliqué, c'était pour être avec mon gamin, pour le voir grandir, c'est tout. Parce qu'il est né, il commence à grandir, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te dis mais merde, je suis pas là. Tu vois, il faut aussi un déclic qui développe le fait de se dire ok, je sors un peu de ma zone de confort et ça va être pour ça que je vais me battre. Pour ma famille, pour ma belle-mère qui est malade, pour etc. Tu vois. Comme toi, tu vois, tu es bloqué, tu te dis je veux être libre, je veux sortir un petit peu de ce carcan, tu te dis ok, je vais me battre et puis je vais sortir de ça. Je pense que parfois il faut être aussi un petit peu mis dans la merde pour voir si on est fait pour être entrepreneur ou pas. Tu vois. T'as un livre qui est bien aussi, c'est le Toilet Paper Entrepreneur, je sais pas si tu as lu. Non. Ça s'appelle le Toilet Paper Entrepreneur, c'est l'idée, le concept, c'est voilà, qu'est-ce que tu fais quand tu es au chiottes, tu viens de chier. Moi je dis, voilà, elle met bien cette vidéo. Et il reste plus qu'une feuille de papier toilette. Qu'est-ce que tu fais là? Et là tu dois être inventif, tu vois, tu dois commencer à réfléchir, à trouver des solutions, des trucs comme ça. Alors, on est en Asie, on a les douchettes. Oui mais non. La logique du truc, quoi, tu vois. Ouais. De se dire, ok, là j'ai une situation, je veux en sortir. Et je vais commencer à sortir un petit peu de ma zone de confort pour trouver des solutions. Et si ça peut se faire de manière éthique, c'est tout bénéfique. Ah, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était un vrai plaisir de discuter avec toi, comme souvent. Et je mettrai évidemment les liens pour retrouver un petit peu tout ce que fait Cédric sur Internet, son lien vers le groupe Shopify, il y a un groupe gratuit, il y a une formation, etc. Bref, je mettrai tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Et puis, je vais te laisser conclure, du coup, le mot de la fin, si tu veux. Le mot de la fin, je sais pas. Ce que tu sens pas, peu importe. Je suis pas prêt. Non, investir. Ouais, encore une fois, j'ai envie de revenir sur l'idée que c'est pas le but, c'est pas de devenir rentier, c'est d'apporter de la valeur aux gens. Et le but, c'est pas de faire du dropshipping ou n'importe quoi, c'est d'investir dans
money system, un système financier, ça fait vraiment Jean-Claude Van Damme. Un système financier après, en plus, pour avoir cette retraite, etc. Un petit peu comme, je citais plein de livres aujourd'hui, comme MJ de Marco, il explique dans ses 2 bouquins. Génial, quoi. C'est cette idée-là qu'il faut aller battre. C'est pas je vais jouer au loto. Ouais. Moi j'ai plus l'idée de liberté en général, mais j'aime bien ce terme. La liberté, c'est un peu creux quand même comme terme. Liberté de quoi? La liberté géographique, là la par liberté contre c'est très absolue, concret. c'est-à-dire la liberté effectivement géographique, financière, c'est de choisir si tu te lèves, si tu te lèves pas, La choisir liberté de avec dire qui merde. tu veux. Ouais, c'est ça, surtout C'est c'est vrai. vachement important. C'est dire aux gens en fait, non, je travaille pas avec toi. Ouais, carrément. Non, ton argent, j'en veux pas. C'est ça. C'est ton truc, ça me plaît pas, ou ça m'intéresse pas, ou j'ai pas le temps, enfin bon, non, ça me fait pas kiffer, je le fais pas. C'est vrai que c'est un luxe ultime, la liberté, enfin quand tu reprends tous ces aspects-là, effectivement, enfin pour moi c'est vraiment ça le maître mot, c'est être libre de tout, quoi, et avoir le moins de contraintes possible. Contraintes géographiques, les contraintes horaires, financières évidemment. Quand tu as déjà la liberté financière, tu peux t'affranchir de pratiquement toutes les autres. Ouais. Donc c'est évidemment, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça le but du jeu. Et après, ouais, les retraites, le truc, je sais pas, la vision de la retraite, moi je me projette assez peu dans 30-40 ans. Disons que j'aime bien ma vie au quotidien et j'entends juste la faire perdurer le plus longtemps possible comme ça, quoi. C'est bien. Alors vu comme ça, liberté. Allez, c'était le mot de la Complètement fin. d'accord, le mot de la fin. On coupe. Merci Cédric en tout cas, à bientôt. Ciao ciao dans la prochaine. Au plaisir.